C'est l'heure de votre JT sur Val-de-Loire, TV1 JT présenté par Lucas Chopin. Bonsoir Lucas. Bonsoir Aurélien, bonsoir à tous. Juste avant les titres du journal, un point sur votre météo de demain. De belles éclaircies sont attendues tout au long de la journée dans nos deux départements. Des températures stationnaires, la minimale sera de 6 degrés, la maximale de 20 degrés. À la une de notre JT, les derniers rebondissements suite à la démission du Premier ministre. Et quelques heures après avoir présenté son gouvernement et moins d'un mois après avoir été nommé, Sébastien Lecornu a estimé que les conditions n'étaient pas propices à l'exercice de sa fonction. Cependant, on vient de l'apprendre, Emmanuel Macron a redonné 48 heures à son Premier ministre pour mener d'ultimes négociations. Nous y reviendrons. Nous prendrons ensuite la direction de Montrichard pour un exercice d'ampleur. Ça s'est passé cette nuit sur la voie ferrée. Un exercice organisé par la préfecture de Loir-et-Cher et SNCF Réseau et qui a mobilisé 200 personnes pendant plusieurs heures au milieu de la nuit. L'objectif, se préparer à un accident qui ferait de nombreuses victimes. Et puis, nous évoquerons un énième exemple de ce qui peut se passer de pire en cas de succession. 3 sœurs sont en plein conflit à propos d'un château implanté à Saint-Avertin, un bien classé monument historique et qui pourrait être vendu bien en deçà de sa valeur. Premier invité politique de ce journal, Gildas Vieira. Conseiller municipal blésois, il nous présentera sa candidature à la mairie de Blois. Et puis notre séquence On vous répond avec notre question du soir. Et si un animal pouvait m'aider à me reconstruire? Eh bien, c'est la question qu'on se posera ce soir avec Iran Seman, travailleur social au sein du dispositif Un chez soi d'abord 37, qui sera sur notre plateau à la fin de ce journal. Mais d'abord, Lucas, on revient sur cette information. Cette femme retrouvée morte dans une déchetterie loiret-chérienne. Selon des informations de nos confrères de la Nouvelle République, une femme a été retrouvée découpée dans une déchetterie de la Motte-Beuvron ce samedi. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs parties du corps de cette retraitée dont la disparition avait été signalée au service de gendarmerie jeudi 3 octobre par son compagnon, un compagnon soupçonné et écroué. En effet, du sang a été retrouvé à son domicile et les caméras de surveillance le montrent en pleine nuit faisant des allers-retours avec une brouette. On va prendre la direction de Montrichard à présent pour un exercice de grande ampleur. Mais ça s'est passé cette nuit près d'un passage à niveau. Le scénario, une voiture est percutée par un train et entraînée dans un tunnel. 200 personnes étaient mobilisées, plus de 60 figurants et de nombreux services de secours. L'objectif, simuler un accident avec de multiples victimes. Un dispositif important et qui a demandé une longue préparation. Retour sur l'événement avec Léa Turquier. Début d'exercice à 22 h. Dans une heure, un TER percutera une voiture à la sortie de la gare de Montrichard. Un exercice grandeur nature que les pompiers de Loir-et-Cher ont préparé en amont. Ça permet à chacun de revoir, les process, les matériels et de préparer l'ensemble pour que la partition se joue le mieux possible. Un exercice dit Novi, comprendre nombreuses victimes. Et ces victimes, il faut les incarner. 60 figurants sont présents. Après un briefing général, les rôles sont distribués au hasard. On n'a pas franchement de directives, on vient de les apprendre là à l'instant. Alors mon problème, je ne suis pas blessé et je veux rentrer chez moi. Moi je dois faire aidez-moi, donc après des personnes doivent venir m'ausculter ou je ne sais pas, on va voir la suite. C'est un peu la surprise, c'est la première fois que je fais ça. Direction maintenant le quai de la gare de Montrichard. La grande majorité des figurants sont des étudiants de l'IFSI présents sur la base du volontariat. On a déjà fait un exercice l'année dernière pour ceux qui voulaient à Chambord, donc on connaît déjà un petit peu le système. J'aurai une plaie au nez et un trauma dorsal. Voilà. Vous êtes une bonne comédienne? Très bonne comédienne. Je vais essayer de faire tout pour que ce soit la réalité. Il est temps pour nos comédiens d'un jour de monter dans le train puis de partir. 22h04, heure de l'accident. Le TER a percuté un automobiliste sur un passage à niveau et a emporté la voiture sur environ 200 mètres. Difficulté de l'exercice, le train s'arrête dans un tunnel. L'alerte est donnée par la SNCF. Les services de secours arrivent peu à peu. Les pompiers, le SAMU. Le poste médical avancé est monté. Les premières victimes sont évacuées grâce à un lorry, un petit wagonnet plat. On se met par-dessus. 300 mètres plus loin, la cellule de crise est mise en place par la préfecture et toutes les forces engagées. Elles suivent l'opération et décident des prochaines actions, prévues ou non, dans le cahier des charges de l'exercice. Il s'agit d'améliorer également la coordination globale de l'ensemble des services de l'État, mais également des partenaires associatifs qui doivent intervenir. On essaye de jongler ou de trouver un bon équilibre entre ce qu'on prépare et ce qu'on ne prépare pas, puisqu'on n'est pas non plus dans un film, on ne fait pas une série télé. Donc il y a des imprécisions, il y a des choses qui se décident au dernier moment. Les dernières victimes sont évacuées du train à minuit et demi, soit 2h30 après l'accident. Sur l'exercice, on compte plus de 200 personnes mobilisées au total, dont plus de la moitié appartenant à des services de secours du département.
Il est l'heure à présent, Lucas, d'accueillir notre premier invité politique ce soir, Gildas Vieira. Oui, conseiller municipal blésois, il évoque avec nous sa candidature à la mairie de Blois pour les élections municipales de 2026 sous la bannière de La France Autrement. Bonsoir Gildas Vieira. Bonsoir, comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous-même? Très bien, très bien. Merci à vous d'être avec nous. Bon, plusieurs candidats sont d'ores et déjà déclarés à Blois, la macroniste Mathilde Jonker et le hors-parti Malik Benakcha. On peut évidemment s'attendre à une candidature socialiste de gauche, peut-être celle du maire actuel Marc Gricourt. C'est fort possible. C'est possible, on attend une annonce éventuelle. Gildas Vieira, je vous le demande, aucune de ces candidatures ne vous a convaincu? Je suis une candidature citoyenne, donc qui tient à ses valeurs et qui a déjà œuvré depuis plusieurs années, et beaucoup me connaissent sur plusieurs domaines. Donc moi j'aime bien citer en fait ce qui se passe. Vous me permettrez d'aller un peu rapidement, je sais que j'ai pas beaucoup de temps. Je vous en prie. Vous savez qu'au niveau de la sécurité à Blois aujourd'hui, c'est plus de 3500 délits et crimes. Vous savez qu'au niveau de la santé, on a 8 médecins pour 10 000 habitants. Et donc, vous savez qu'au niveau de l'emploi, à Blois, c'est plus de 16% aujourd'hui de taux de chômage. Et donc, bien au-dessus de la moyenne nationale, j'entends. Et donc, lorsqu'on veut agir et lorsqu'on est sur le terrain depuis plus de 11 ans, comme moi, c'est-à-dire que je suis élu depuis plus de 11 ans et en responsabilité depuis plus de 6 ans, puisque je l'ai été avec le maire sortant, on a besoin d'agir en gagnant maturité, année après année, et c'est le moment pour nous, en tant que citoyens, lorsque les partis politiques nous montrent ce qu'ils sont en train de nous montrer au niveau national, de pouvoir arriver en responsabilité et véritablement d'être au service des Blésois. Je reprends ce que vous avez dit. Oui. Sécurité, santé, emploi, c'est ça vos priorités pour Blois? Oui, j'y rajouterai la vie quotidienne, puisqu'on l'oublie souvent, mais aujourd'hui à Blois, il y a la partie évidemment commerciale qui est malheureusement délaissée, j'ai envie de dire ça comme ça. On a les problématiques des gens, des vrais gens, et je suis sur le terrain, moi, depuis plusieurs années, et donc quand on a des problèmes de logement, parce que je suis en train d'intervenir au quotidien pour des personnes qui ont des problèmes de logement, d'emploi, qui voient leur route s'abîmer de plus en plus, eh bien, il faut des personnes volontaires. Et moi, je suis plutôt quelqu'un qui va vers et qui a envie de pouvoir être le maire de proximité. À l'époque des Gilets jaunes, vous avez été proche de cette mouvance. Exactement. Vous appartenez à une mouvance centriste. Vous êtes déjà soutenu par Écologie au Centre, pour une écologie non punitive. Je vous pose cette question. Votre première mesure, vous êtes élu maire. Demain, que faites-vous? Écoutez, on a un endettement très fort au niveau du Blésois. On est à plus de 50 millions quand même d'endettement. Moi, ce qui m'intéresse, pour un budget de 92 millions, ce qui m'intéresse, c'est d'être au plus près des Blésois. Donc vous citez une mesure, ça serait réducteur. Par contre, leur dire que je serai auprès d'eux pour pouvoir agir sur la santé, puisque je suis accompagné, vous le savez peut-être, du docteur Marchand, une personne qui a été suspendue pour 6 mois, qui est une personne de grande qualité, une personne de proximité, une personne qui est aimée. Malgré cette suspension? Malgré cette suspension. Et une personne qui, malheureusement pour lui, a eu à perdre 6 mois, mais n'a jamais perdu une vie, j'ai envie de dire, mais sa suspension a pu perdre des vies. Et j'ai envie de le redire aujourd'hui. Et donc, oui, l'idée pour moi, c'est de pouvoir agir notamment sur le volet santé et pouvoir faire revenir peut-être des mesures santé très, très rapidement, et on ne le dit pas assez, lorsqu'il y a des personnes qui vont aux urgences de Blois et qui attendent 9 heures, pour moi c'est juste insupportable. Par contre, lorsqu'on sait qu'avec la télémédecine et la possibilité derrière d'avoir des infirmiers qui puissent véritablement faire vivre le contact, peut nous emmener vers autre chose demain sur le marché donc de la recherche médicale. Je trouve qu'on a beaucoup de choses à faire en défendant évidemment, vous le savez, la prévention et la promotion de la santé qui m'est chère. Une dernière question très rapide. Aux dernières municipales, vous aviez obtenu 6,76% des suffrages. Est-ce que vous croyez que cette fois-ci pourrait être la bonne? J'en suis persuadé. Lorsque vous êtes sur le Blésois avec les candidatures que je vois actuellement, donc je vais vous citer rapidement Mathilde Desjanquières, et quand on voit ce qui se passe au niveau national avec le MoDem, j'y crois très peu. Malik Benakcha, qui a du mal à rassembler au niveau de la droite. Le maire sortant, faut le dire clairement, au bout du 4e mandat maintenant, et les éléments que je viens de vous citer, que dans les Blésois ne veulent plus, il y a un boulevard pour des citoyens comme nous, et on est là pour pouvoir apporter de la proximité, pour pouvoir apporter de la participation et pour pouvoir impliquer les Blésois vers le changement.
Affaire à suivre. Merci Gilles Lasvira d'être venu Merci de nous voir. m'avoir accueilli en tout cas. Merci infiniment. Retour à présent, Lucas, sur ce coup de théâtre politique du jour et ses nouveaux rebondissements. Alors oui, on vous en parlait. Sébastien Lecornu a présenté ce matin sa démission au président de la République. Le Premier ministre souhaitait donc quitter ses fonctions quelques heures après avoir formé son gouvernement et moins d'un mois après sa nomination. Mais on vient de l'apprendre, le président de la République a maintenu Sébastien Lecornu à ses fonctions pour au moins 48 heures, le temps de mener des ultimes négociations. Un nouveau rebondissement donc qui fait perdurer la période trouble de notre politique. Avant cette nouvelle annonce, nous avions fait réagir plusieurs personnalités. Écoutez. Non mais là ça devient ubuesque. C'est le Premier ministre démissionnaire à qui on demande d'être le négociateur. Peut-être que c'est la proposition de Gabriel Attal, je ne sais pas, pour trouver une solution d'ici à mercredi soir. En fait, il veut gagner du temps. Pourquoi? Je ne sais pas, mais il veut gagner du temps. Parce que qu'est-ce qui pourrait mieux fonctionner? Sauf si c'est pour aller à droite toute. Ça, c'est peut-être ça qui est en train de se jouer là. Et donc, je dis que c'est un peu désespérant et que le président de la République ne s'adresse pas aux Françaises et aux Français aujourd'hui pose évidemment problème. De mettre l'élection présidentielle avant les préoccupations des Français. Donc moi, je ne participerai pas à cette course à l'échalote. Et ce que je souhaite faire à l'Assemblée nationale, c'est trouver les voies et les moyens avec mes collègues avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais forcément, sinon ce serait beaucoup plus simple, de manière à trouver un compromis, qu'on ait un budget à la fin de l'année et qu'on engage les réformes qui sont attendues par les Français. Et moi, je peux vous dire que l'élection présidentielle, en ce moment, je m'en fiche. Ce n'est pas ma préoccupation et ce n'est pas celle des Français. Ce que je souhaite, c'est que notre pays avance, et qu'on arrive à trouver une majorité relativement stable et assez stable pour voter ensuite un budget et pour aller jusqu'en 2027 et jusqu'aux élections présidentielles, où là, les Français auront tout loisir de se prononcer sur ce qu'ils souhaitent pour leur pays. À présent, on va vous raconter une histoire dont se serait bien passée cette famille, Lucas. Et oui, voilà un énième exemple de ce qui peut se passer de pire en cas de succession. 3 sœurs sont en plein conflit à propos d'un château implanté à Saint-Avertin. Un bien classé monument historique et qui pourrait être vendu bien en deçà de sa valeur. Les explications avec Hélène Chaplet. Le 14 octobre prochain, ce manoir du XVIIe siècle situé à Saint-Avertin sera mis en vente pour 650 000 €. Un crève-cœur pour Gersande qui vit ici depuis ses 12 ans. Cette décoratrice est au cœur d'un conflit de succession depuis le décès de son père en 2019. Ses 2 sœurs l'accusent d'avoir vécu sur place sans jamais avoir payé de loyer. Elle rétorque qu'elle a entretenu le bien et évité qu'il ne soit squatté. Pendant 6 ans, j'ai été la femme de ménage, j'ai été la jardinière, la lingère et bien d'autres postes, le bûcheron aussi parce que j'ai taillé des arbres, j'ai coupé, j'ai cisaillé et tout, même faire de la maçonnerie. Pour réparer des choses. Et donc, les loyers qu'elles m'ont condamné à donner, les 1 600 €, 1 300 €, ça serait à moi de leur demander 1 600, 1 700 € de mes bons et loyaux services. Même si elle n'a pas donné son accord, Gersande va donc assister impuissante à la vente aux enchères de ce bien classé monument historique. Ce qu'elle redoute le plus, c'est que le lieu perde son âme et qu'il soit bradé à des promoteurs. Elle doit également retrouver rapidement un logement et un atelier si elle souhaite continuer son activité professionnelle. Dès que je m'en vais, je perds mon lieu de travail, qui quand même est là depuis 1994. Et donc les gens le savent. Et je perds aussi mon lieu d'habitation, donc je ne sais pas où aller et je vais me retrouver à la rue. Même si Gersande reconnaît que seule elle ne peut plus entretenir le bien, elle aurait souhaité que la succession se passe dans de meilleures dispositions, ne serait-ce que par respect pour la mémoire de son père. Lucas, les amateurs de fleurs ont un rendez-vous immanquable cette semaine. Le domaine de Chaumont-sur-Loire a lancé sa 7e édition de Fleurir est un art. Pour l'occasion, 9 fleuristes ont décoré des pièces du château. Nouveauté cette année, l'opération dure pas moins de 9 jours contre 3 lors de sa création en 2019. Un honneur pour les fleuristes sélectionnés. Écoutez.
c'est fondamental qu'il y ait des événements comme celui-là. Et je pense qu'il faudrait qu'il y en ait même plus. Parce que réellement, c'est une vraiment très belle démarche que d'amener notre art, notre art en tant qu'artisan, mon travail, notre travail en tant qu'art plus exactement, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça fait en plus beaucoup rêver. Je donne des cours et je vois à quel point il y a des jeunes femmes, parce que majoritairement ce sont des jeunes femmes qui viennent prendre des cours et qui me disent « moi je rêve d'être fleuriste, je veux changer de métier ». Donc ça prouve qu'il y a un vrai intérêt pour notre métier et qu'il est important de faire rêver toutes ces nouvelles générations, puis surtout de garder un lien avec le naturel, le végétal, et puis de savoir créer avec, reprendre le contact avec ses mains. Et puis ce week-end avait lieu la braderie des archives départementales d'Indre-et-Loire. C'est la première fois qu'une telle opération était organisée. Des livres à bas prix étaient proposés au public pour libérer de la place aux archives. Un public qui faisait déjà la queue avant l'ouverture, et le bilan est plus que satisfaisant. Regardez. Franc succès pour la première braderie des archives départementales et de la direction de la lecture publique d'Indre-et-Loire. Plusieurs centaines d'ouvrages étaient mis en vente ce samedi et plus de 250 personnes ont répondu présent sur la journée et les achats étaient variés. Des mangas et des BD. Parce qu'effectivement, je sais qu'il n'aime pas lire, donc j'essaie de l'inciter à lire en lui achetant des livres vers lesquels il a tendance à tendre. Voilà. Je suis venue aux archives il y a 2 semaines pour un travail à la fac et puis on a appris du coup qu'ils allaient faire ces portes ouvertes où on pouvait acheter des livres et je me suis dit pourquoi pas venir y jeter un œil. J'ai pris des livres notamment sur la religion et un livre sur la Touraine que j'ai pris spécialement pour mon papy qui lui est très intéressant par les châteaux. L'attention des visiteurs s'est portée principalement sur les beaux livres et les ouvrages sur l'histoire de la Touraine, mais aussi sur certaines revues spécialisées plus confidentielles. L'événement, lui, avait une double utilité, permettre aux lecteurs d'acquérir des livres pour moins de 3 € et libérer de la place aux archives. Ça fait de très nombreuses années, voire des décennies, que nous avons un certain nombre d'ouvrages qui sont arrivés en double, ou voire parfois en triple. Nous avons fait le choix d'essayer de n'en garder qu'un exemplaire. Et les autres ouvrages, nous avons décidé de les proposer donc, dans le cadre de cette braderie. Ça ne sera pas tout de suite que nous en recommencerons une, puisque avant de reconstituer un stock de double, il va se passer, je pense, quelques décennies. Les quelques ouvrages historiques toujours disponibles seront proposés une dernière fois à la vente lors des prochaines journées européennes du patrimoine. Allez, place à notre rubrique On vous répond avec la question du soir. Ce soir, ici, un animal pouvait aider à se reconstruire. Pour en parler, nous sommes avec Eran Seman. Bonsoir à vous. Bonsoir. Vous êtes travailleur social au sein du dispositif Un chez-soi d'abord en Indre-et-Loire. Eh bien oui, c'est possible justement de s'aider à se reconstruire par l'intermédiaire d'un animal grâce justement à ce dispositif Un chez-soi d'abord. Est-ce qu'on peut expliquer déjà à nos téléspectateurs ce que c'est ce dispositif ? Je vais essayer. Un chez-soi d'abord, c'est un dispositif médico-social. Qui est porté par l'association Solia, qui est un acteur de la solidarité autour du logement, par l'hôpital de Tours et par l'association Cordia, qui gère des appartements de coordination thérapeutique. Donc c'est des logements que vous proposez, c'est ça ? On propose des logements, ça s'adresse à des personnes qui, lorsque nous les rencontrons, sont en situation d'errance, qui souffrent de troubles psychiques sévères, c'est comme ça qu'on dit, et qui, dans 99,9% des cas, connaissent des problématiques d'addiction, une ou plusieurs addictions. 55 places de logement qui existent, et il y a toute une équipe pluridisciplinaire justement pour accompagner tout à chacun dans les différentes démarches qui peuvent exister. Nous sommes autorisés pour accompagner 55 personnes sur le territoire de Tours Métropole. Et une équipe pluridisciplinaire qui est composée de travailleurs sociaux, médecins, psychiatres, psychologues, infirmiers, médiateurs de santé père, une collègue qui s'occupe aussi de la gestion locative puisqu'il y a toute la dimension technique et locative des appartements. Et maintenant, nous avons aussi Cybèle. Alors oui, Cybèle est avec nous, un berger allemand que vous nous avez emmené, puisque ça c'est nouveau justement dans la démarche de faire appel à un animal pour la médiation. C'est nouveau en tout cas au sein de notre dispositif, au sein des dispositifs Un chez-soi d'abord, parce qu'il en existe 39 en France aujourd'hui, ouverts, France et Dom-Tom, c'est important de le dire. Il y en a un petit peu partout maintenant. Et justement, ça se passe comment du coup, la médiation avec un animal ? C'est une expérience qu'on a décidé de tenter. Elle est à 2 niveaux. Il y a une dimension avec Cybèle qui est ma chienne et qui fait vraiment maintenant partie de l'équipe et qui travaille avec nous au quotidien, qui part aussi en visite avec d'autres collègues, sans moi. Et on a un autre volet où, grâce à la
Fondation Adrienne et Pierre Sommer, on a pu obtenir une subvention qui nous permet de travailler avec une collègue qui ne fait pas partie de l'équipe, ergothérapeute, et qui est médiatrice, elle, de métier. Qu'est-ce que ça apporte justement? Un peu d'apaisement? Ça simplifie les relations justement avec ces personnes? Le mot est juste, ça fait partie des mots effectivement qu'on emploie, en tout cas que les locataires, puisque nous les personnes qu'on accompagne sont des locataires quand elles rentrent en logement. De l'apaisement, de la sécurité, un sourire quand la porte s'ouvre, c'est pas toujours facile quand on a des vies aussi difficiles et des parcours aussi abîmés. Ça permet aussi pas mal de mobilité, de mise en mouvement pour des personnes qui auraient du mal à sortir de chez elles, physiquement, psychiquement. Donc c'est un vrai plus, l'idée de cette expérience, c'est de la poursuivre et que ça soit permis? Pour l'instant, c'est un vrai plus. Ça reste une expérience, c'est de la recherche, finalement. L'idée, c'est de poursuivre, c'est de faire en sorte que certains locataires deviennent acteurs. Là, par exemple, on va sûrement aller passer un temps chez des collègues de Solia dans une pension de famille, donc un autre établissement, avec un ou deux locataires qui travaillent, si je puis dire, avec Cybèle au quotidien. Ce soir, on regarde la télévision, on a cette problématique de logement aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des possibilités justement que vous puissiez nous accueillir ou pas? Alors, nous, directement, non. Alors, parce comment que, on fait, du coup en fait, les gens sont orientés par les acteurs de première ligne. Tous les collègues qui travaillent sur la rue, les collègues qui travaillent à l'hôpital. Beaucoup de gens sont hospitalisés avant d'arriver chez nous ou incarcérés. Donc, c'est vraiment tous les acteurs de premier niveau, de première ligne, les organismes de tutelle aussi, qui sont parfois sans solution pour des personnes très malades et qui nous sont orientés comme ça. Donc on ne peut pas intervenir directement. Je vais quand même donner une adresse, Eran, si vous me permettez, contact@ucsa37.fr pour un petit peu plus d'informations. Merci infiniment d'être venu avec Cybèle ce soir sur le plateau pour nous parler de ce beau dispositif et de cette médiation à travers l'animal. Merci infiniment d'être venu en plateau. Rappel du principal titre, Lucas, avant de se quitter. Oui, cette femme retrouvée morte dans une déchetterie loiret-chérienne, une information de nos confrères de la Nouvelle République. Ça s'est passé à La Motte-Beuvron. Elle a été découverte ce samedi. Les enquêteurs ont retrouvé plusieurs parties du corps de cette retraitée dont la disparition avait été signalée au service de gendarmerie jeudi 3 octobre par son compagnon. Un compagnon soupçonné et écroué. En effet, du sang a été retrouvé à son domicile et les caméras de surveillance le montrent en pleine nuit faisant des allers-retours avec une brouette. C'est la fin de ce journal. Merci beaucoup Lucas. Dans un instant, le journal des sports. Et nous, on se donne rendez-vous demain 17h50 pour un nouveau numéro de Val de Laurent en direct. À demain.